À Jean-Philippe Dor, président de CFA Society France. Bonsoir à tous et bienvenue à ce webinaire Career Series qui aura un caractère particulier ce soir puisque nous avons la chance de recevoir Yves Chouefati, président fondateur de Tobam, et David Calfon, président fondateur de Senso IS. Je n'en dirai pas plus sur Yves et David qui expliqueront mieux que moi et en détail leur parcours professionnel. Et surtout, ce qui nous rassemble ce soir, David et Yves partageront leur aventure entrepreneuriale. Comme vous le savez, nous avons la chance en France d'évoluer dans un environnement particulièrement propice aux activités financières. Nous pouvons bénéficier d'un cadre universitaire de qualité et nous pouvons nous appuyer sur une infrastructure réglementaire et technologique adaptée aux besoins de l'industrie. Nous avons donc les conditions pour faire émerger de nouvelles structures de gestion et, avec les témoignages d'Yves et de David, pouvoir nous projeter sur les différentes étapes du développement d'une société de gestion, sa gestation, sa création et son développement. Avant de commencer, quelques mots sur notre organisation. Comme vous le savez, nos ateliers carrière ont pour vocation à être interactifs. Donc, nous allons utiliser le Zoom et vous pourrez lever la main pour poser vos questions ou poser vos questions par écrit. Ce soir, nous allons aussi vous proposer de petits sondages au cours de cette table ronde. Marie-Alix, qui a eu cette brillante idée, vous donnera les instructions à suivre pour répondre à ces sondages. Alors, nous allons commencer tout de suite avec une première question très simple. Avez-vous l'intention ou le souhait de créer votre propre entreprise? Marie-Alix? Je vous laisse répondre. Je vois que ça commence à ça y est. Peut-être encore 10 secondes. Ne soyez pas timide, c'est anonyme. Parfait. Et je vous partage les résultats. Très bien. Écoutez, nous avons des âmes d'entrepreneurs parmi les participants. Alors, bonsoir Yves, bonsoir David. Comme le veut la tradition, pouvez-vous vous présenter, décrire votre parcours professionnel, expliquer le contexte de la création de votre entreprise et surtout, que signifie Tobam et que signifie Senso IS? Yves, c'est à vous. Ok, donc moi je suis plutôt un matheux de formation. J'ai fait toute ma carrière dans l'asset management. Le dernier job que j'ai occupé avant de créer Tobam, c'était directeur général de Crédit Lyonnais Asset Management, que j'ai dirigé pendant 3 ans, après en avoir été le CIO pendant 3 ans. J'ai quitté le groupe au début de la fusion entre Lyonnais et l'Agricole. Je suis retourné à la recherche, et après pas mal de recherches, j'ai découvert une formule et j'ai créé Tobam en 2005 autour de cette formule. À l'époque, j'avais été incubé par Lehman Brothers, donc qui m'avait bien aidé à lancer la boîte au début. Et ensuite, Lehman est sorti de l'actionnariat et on a volé de nos propres ailes. On est aujourd'hui 48 personnes. On gère un peu plus de 9 milliards. 58% de nos clients sont américains, 5% de nos clients sont français. Et 5% de nos clients, c'est du wealth management. Tout le reste, c'est des institutionnels. Un peu plus de la moitié des institutionnels qui sont clients de Tobam sont des entités publiques, donc des banques centrales, des fonds souverains et des fonds de pension publics. Donc voilà un peu une présentation de Tobam et de moi-même. Qu'est-ce qui m'a invité? Que veut dire Tobam? Tobam, ça veut dire Think Out of the Box Asset Management.
Pourquoi on a choisi ça? Parce que en fait, on s'est dit que l'art le plus difficile, c'était la prévision, qu'on n'avait pas envie de faire de la prévision, et que si on doit gérer quand on ne sait pas prévoir, ce qu'il faut faire, c'est être diversifié. C'est pas acheter le benchmark, parce que le benchmark est concentré. Donc c'est une manière de penser qui est un peu out of the box. Beaucoup de gens pensent que en l'absence de prévision, il faut être passif. Nous, on pense qu'en l'absence de prévision, il faut être diversifié. Voilà un peu l'histoire du nom de Tobam. Vous êtes en mute, Jean-Philippe. On ne vous entend pas. J'en déduis que c'est moi. Merci Yves. David, quel est le contexte de cette création et comment avez-vous créé votre structure et que signifie Sanso? Alors, en deux mots, d'abord juste un mot sur le parcours, parce que le parcours est important pour la création de la société. En fait, moi, j'ai fait toute ma carrière dans l'asset management, mais à des fonctions très différentes. J'ai commencé par auditer des OPCVM et des sociétés de gestion. Ça n'a pas duré très longtemps, mais ça m'a quand même formé. Après, je suis passé au middle office, toutes les histoires de mesures de performance, attribution de performance, etc. Puis à la gestion diversifiée. Puis après au sell side pendant 10 ans. Puis retour au buy side. Dernier poste occupé avant de créer la société, c'était directeur général de EFG Asset Management en France. Et contexte de création, c'était 2011. Alors, je ne vais pas dire que c'était le timing qui m'a séduit. Marc Renaud disait « On ne lance pas une société de gestion quand on pense que c'est le bon moment, on lance une société de gestion quand on pense qu'on est prêt. » Et je ne peux que souscrire à ce point de vue. Donc, on crée la société, démissionner la fleur au fusil 30 juin 2011 pour créer la société le 19 octobre 2011. Et tout le monde se souvient de l'été 2011. Et donc, vous pouvez imaginer à quel point j'ai bien dormi pendant cet été-là. Voilà. Blague à part, Sanso Investment Solutions. Sanso, ça veut dire oxygène en japonais. Voilà. Et pourquoi oxygène? Parce qu'on a voulu écrire dans notre nom notre attachement aux enjeux de développement durable. Et autre chose qui est importante dans le nom, c'est IS pour Investment Solutions, parce que plutôt que de partir avec l'idée de vendre, de commercialiser un fonds ou une stratégie d'investissement, on est parti du principe qu'il valait mieux être fournisseur de solutions d'investissement, c'est-à-dire de travailler avec les clients pour comprendre quel était leur problème et arriver à une réponse dédiée. Résultat des courses, on gère tout juste 1 milliard, donc on est encore petit, mais ce milliard, il a une particularité, c'est que la moitié est investie au travers de solutions dédiées, des fonds dédiés, des mandats de gestion dédiés, des certificats d'investissement dédiés, etc. Voilà, on est tous, donc une spécificité, on fait pas mal de choses, puisqu'on fait de la gestion obligataire, de la gestion action internationale, de la multigestion. Une particularité, c'est que tout cela se fait au travers du prisme extra-financier. Voilà. Merci David. Alors, je retiens dans vos premières interventions, vous aviez tous les deux des postes à très haute responsabilité. David, vous étiez responsable d'une société de gestion. Yves, vous étiez CEO d'une des plus grandes sociétés de gestion françaises de l'époque. Si vous deviez résumer quels étaient les 3 éléments de motivation qui vous ont fait franchir le pas et passer d'une situation confortable à l'aventure et les risques qui sont induits par cette aventure. David, vous voulez commencer? Avec plaisir. Quand on m'a dit « David, tu prends des risques », je répondais toujours, je ne sais pas si le risque, c'est de rester là où je suis ou plutôt de partir. Voilà, donc ça, c'était le premier point. Alors, c'est un peu triste à dire, mais si on est extrêmement heureux dans son travail, dans le poste qu'on emploie, dans lequel on est, on n'a pas envie de partir, on n'a pas envie de se lancer, j'ai envie de dire, aucune raison de lancer sa propre société. Donc, j'ai envie de dire, c'est dommage de dire ça, mais oui, il y a une envie d'entreprendre, de travailler pour soi, etc. Mais ça part, malgré tout, d'une insatisfaction avec la situation actuelle. Voilà. Donc, moi, j'ai quitté ma société, effectivement, parce que je pensais que je pouvais faire mieux
ou différemment, et en tous les cas, travailler dans un cadre de travail qui me plaisait davantage. Voilà. Donc, et je donne toujours ce même exemple. J'ai échangé avec le président de l'AFG, Éric Pinon, qui me disait « Ah oui, la France, c'est merveilleux, on a plein de sociétés de gestion entrepreneuriale, c'est superbe. » Et je réponds toujours « Oui, mais je pense que si les grosses sociétés de gestion offraient un cadre qui permettait à tous les gérants de portefeuille de s'épanouir, il y aurait beaucoup moins de sociétés de gestion entrepreneuriale. » Voilà. J'en dis pas plus. Merci. Merci David. Yves, vos motivations? Bon, alors ma motivation, effectivement, moi, je suis un peu comme David, j'ai pas quitté le confort de mon job. Hein, j'ai quitté un job qui était devenu extrêmement inconfortable suite à la fusion entre le Crédit Lyonnais et le Crédit Agricole. Pas pour créer ma boîte, mais parce que c'était devenu insupportable, donc je suis parti. Et j'ai eu des propositions une proposition pour diriger une société de gestion qui était encore plus grande que celle du Crédit Lyonnais. Puis je me suis dit, en fait, j'ai une chance inouïe, c'est que je vais avoir la possibilité de vivre deux vies professionnelles complètement différentes. Hein, et bon, j'étais rentré stagiaire à Crédit Lyonnais Asset Management, j'avais fini directeur général. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire de mieux dans une grosse société de gestion? Je ne pourrais pas faire mieux. Je vais faire autre chose, je vais faire quelque chose de différent. Et donc, je me suis dit, je vais être entrepreneur. Je savais, j'avais l'impression que je savais diriger une entreprise. Hein, j'avais beaucoup de dimensions d'entrepreneur. Et je me suis dit, je vais créer ma boîte. Et j'ai essayé 3 voies différentes. Je me suis mis à faire des maths aussi pour mes loisirs. Et finalement, chasser le diable et rien au galop, la finance est revenue. J'ai découvert, comme je vous l'ai dit, un modèle ou une formule intéressante et j'ai créé Tobam autour de ça. Voilà. Merci Yves. Alors, vous avez tous les deux franchi le Rubicon et vous êtes lancés dans la création de vos structures. Des choix stratégiques se sont rapidement imposés à vous. Vous saviez que ces choix stratégiques allaient être déterminants pour les années à venir. Lorsqu'on crée sa société, on dispose de peu d'éléments pour faire ces choix stratégiques. Quels sont les choix que chacun d'entre vous avait fait lors du lancement de votre structure et quel a été le contexte de ces choix stratégiques et quelles en ont été les conséquences? Yves, vous voulez commencer? Oui. Au début, on s'est mis autour d'une table, moi et ceux que j'avais choisis pour être mes associés. On a essayé d'écrire notre stratégie. On l'a écrite, cette stratégie, sur 3 dimensions. Et ces 3 dimensions, elles sont devant moi. Elles accueillent tous les niveaux salariés Tobam, donc ça n'a pas varié depuis le début. On s'est dit qu'en fait, on aurait une stratégie produit unique, hein, et qu'on excellerait dedans, hein, qu'on ferait vraiment, on serait les hommes du maximum diversification, et on ferait que ça. Hein, donc la stratégie produit, elle est très claire, on fera qu'un seul produit. En matière de business development, on s'est dit on va faire une stratégie en 2 temps. Un premier temps, on va construire notre légitimité en démontrant que les clients les plus exigeants du monde pouvaient nous allouer de l'argent. Hein, d'où le fait qu'on n'a que des clients extrêmement institutionnels. Et dans le deuxième temps, on s'est dit, une fois qu'on aura acquis cette légitimité, on mettra en levier cette légitimité par le biais de partenariats. Hein, je dis souvent à mes collaborateurs, notre légitimité, elle pèse 1 kilo. Si on veut soulever 1 tonne, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut qu'on trouve un levier. Okay, et c'est ça qui nous permettra de soulever 1 tonne avec une légitimité qui est très solide et qui pèse 1 kilo. La troisième décision stratégique qu'on a prise dès le début, et je pense que c'est une stratégie vraiment à laquelle on doit énormément, c'est l'abolition de la géographie. Hein, on s'est dit, il n'y aura pas un marché international pour nous. Hein, le marché de Tobam, c'est le monde. Et on veut être aussi proche de nos clients californiens que de nos clients français. Hein, c'est un one global market. Hein, on a aboli la géographie. Et c'est vraiment les 3 choix stratégiques, hein, qu'on a fait au début de Tobam, qui, à mon avis, expliquent ce qu'est devenu Tobam plus tard. Merci. Donc, un produit, pas de frontières
et des clients exigeants qui vous ont fait Vous nous tirez vers le haut. de les valider et vous tirer vers le haut. David, quels sont les choix stratégiques que vous avez pris dès le départ du lancement de votre structure? Alors, je vais reprendre dans le même ordre, tout en précisant que c'est un exercice, les choix stratégiques au lancement d'une société de gestion, moi j'ai vécu ça comme un exercice sous contrainte. Pourquoi sous contrainte? Parce que une société de gestion, première des choses que celle doit faire pour être pérenne, elle doit avoir des actifs à gérer. Et moi, dans ma carrière de multigérant, j'avais croisé beaucoup de gens qui avaient créé des boîtes de gestion et ils vous disent toujours « Oui, on a commencé avec Friends and Family, avec les 50 premiers millions d'euros, c'était Friends and Family, etc. » Bon, moi, ça m'a toujours scotché ce genre de phrase. Je suis toujours très admiratif. J'adore mes friends, j'en ai beaucoup, j'adore ma famille, mais ce n'était pas pour le business. Voilà. Donc, ne bénéficiant pas de cet entourage-là, on a fait effectivement des choix stratégiques. Alors, au niveau produit, je viens de la gestion diversifiée et donc, on a décidé qu'il serait un peu assez dangereux dans des marchés extrêmement cycliques qu'on avait traversés depuis plus de 20 ans, qu'on trouvait extrêmement dangereux de faire reposer une société sur une seule stratégie de gestion. Et donc, dès le début, donc en total inverse du choix qu'a fait Yves, nous on s'est dit diversification, il faut l'appliquer à notre société. Donc il faut le plus vite possible qu'on ait une offre de services, une offre de fonds avec des choses différentes, avec des choses qui ne vont pas se comporter de la même manière selon les cycles de marché. C'est comme ça que la société va être pérenne et robuste. Donc, on a fait effectivement des fonds qui couvrent tout le spectre donc de la gestion obligataire court terme jusqu'à la gestion action internationale, des mandats de gestion, des certificats d'investissement, etc. Voilà, tout type de choses, mais une offre de services extrêmement diversifiée. Pour ce qui est de la clientèle, là, pour le coup, on était sous contrainte parce que trouver des clients qui investissent dans une société qui n'a pas de track record, etc., les seuls capables de prendre des risques sur le marché français, ce sont les conseillers en gestion de patrimoine. Et donc, c'est avec eux, c'est eux qui ont été nos premiers clients. Et on a construit petit à petit, petit caillou par petit caillou, auprès de cette clientèle-là. Et c'est par la suite qu'on s'est diversifié et développé vers la clientèle institutionnelle. Et enfin, alors peut-être étroitesse d'esprit ou manque d'à-propos, ou manque d'opportunités, nous, effectivement, on a travaillé avec le marché français au démarrage en se disant que pour attaquer l'international, il fallait être gros, il fallait avoir des moyens, il fallait… voilà. Donc peut-être qu'on s'est mis des barrières nous-mêmes, hein, mais voilà en tous les cas les choix que l'on a fait. Donc une offre très diversifiée, un début uniquement axé sur les CGP pour des questions de ratio d'emprise parce que c'était les seuls qui voulaient bien nous écouter, et un développement donc, qui a commencé par la France uniquement. La morale quand même, c'est que pour créer sa boîte, on peut faire comme Yves ou bien on peut faire exactement le contraire de ce qu'a fait Yves et ça marche aussi bien. C'est effectivement très intéressant, deux choix stratégiques, je dirais quasiment opposés. Lorsque vous avez fait ces choix stratégiques, donc Tobam il y a 15 ans maintenant, Sanso en 2011, il y a maintenant 9 ans. Avec le développement de vos structures, donc 8 milliards chez Tobam, 1 milliard aujourd'hui chez Sanso, est-ce que ces choix stratégiques ont dû évoluer avec le développement de vos structures? Yves? Alors, les choix stratégiques que je vous ai donnés là n'ont pas évolué. Ces trois-là n'ont pas évolué. Après, il y a la vie qui évolue. Donc, effectivement, on a une règle quand on investit à un nouveau pays, hein, c'est d'essayer de viser les plus gros clients et ensuite, comme je vous l'ai dit, de bâtir des partenariats. Hein, on a ce qu'on appelle chez Tobam le filet à maille large. Hein, et pour le filet à maille étroit, ben, on va trouver des partenaires. On a eu de temps en temps à changer de partenaire, etc. Mais ce n'est pas un choix stratégique, c'est un choix tactique, hein, beaucoup plus qu'un choix stratégique. Le choix stratégique est resté le même et comme je vous l'ai dit, on ne s'en mord absolument pas le doigt. On aurait pu faire autrement, et David en est la preuve.
En fait, c'est parce qu'on a fait comme ça qu'on est Tobam et c'est notre personnalité et ça nous a vraiment façonné. Donc, il n'y a pas eu de choix à changer et il n'y a pas de regret non plus. David? Alors nous, le principe de diversification, etc., ça n'a absolument pas changé, hein. On se l'applique. Je dirais même que c'est renforcé au fur et à mesure que la société a grossi, parce que ça nous a permis également d'appliquer ce principe de diversification à l'équipe, donc en intégrant des profils différents, des compétences différentes, etc. Au niveau de la clientèle, ça a évolué parce qu'on a pu le faire évoluer, hein. Je rappelle que le choix de démarrer avec une clientèle CGP, c'était une question de contraintes, de ratio d'emprise, de taille, etc. Donc maintenant, on a 50% de nos clients qui sont institutionnels et la moitié qui reste intermédiaire via des CGP. Et pour le moment, on est toujours largement domestique et on commence à parler de diversification à l'international. Mais ça, à mon avis, ça sera pour 2022, 2021, 2022. Voilà. Merci, David. Vous venez d'évoquer les équipes, les équipes diversifiées. Le succès de ce type d'entreprise repose souvent sur l'humain et dans notre industrie. Et vous l'avez évoqué, David, en introduction, sur les raisons pour lesquelles il y a beaucoup d'entreprises, de sociétés de gestion qui se créent en France, pour les bonnes et les moins bonnes raisons. Quels sont les choix humains que vous avez pris, notamment lors du recrutement des premiers collaborateurs chez Sanso? Alors, je dois préciser que choisir les gens avec qui on va travailler, c'est un luxe incroyable. Ça a joué énormément dans la décision de créer ma propre société. Voilà, c'est de se dire, et en plus, je vais pouvoir choisir avec qui je travaille. Voilà, je vais pouvoir et donc, alors au démarrage, il faut s'entourer de gens de confiance. Ça, c'est le premier point. Je ne me serais pas vu partir avec des gens que j'avais rencontrés 6 mois auparavant, etc. Donc, moi, j'avais besoin d'avoir confiance. Donc, les gens avec qui j'ai démarré cette aventure ont un point commun, c'est que j'avais déjà tous travaillé avec eux dans une vie antérieure. Certains, je les connaissais depuis 10 ans, d'autres depuis 15 ans, mais on se connaissait de longue date et on avait travaillé ensemble de longue date dans des circonstances différentes. Voilà, donc je pensais avoir une bonne connaissance. Après, autre point qui est important, il ne faut pas oublier, ce n'est pas parce qu'on est un bon gérant de portefeuille qu'on est un bon patron de société. Donc ça, c'est vraiment, et surtout, on ne sait pas tout faire. Donc, il faut savoir s'entourer très vite. Les choix, ça a été de s'entourer de gens qui savaient faire des choses que moi, je ne savais pas faire. Voilà. Donc, et je pense que réciproquement, moi, je sais faire des choses qu'eux ne savent pas faire. Voilà. Donc, la complémentarité, cette complémentarité a été clé. Alors, bien sûr, au fur et à mesure que la société grandit, l'histoire n'est plus tout à fait la même si je tiens à rester très impliqué dans tous les recrutements. Donc, il n'y a pas une seule personne qui est recrutée dans la société que je ne rencontre pas. Mais je dirais, après, ce qui va compter, c'est plus une question de culture d'entreprise, d'attachement à des valeurs. Donc, bien entendu, chez nous, comme vous l'avez compris, il y a un engagement très fort autour des enjeux extra-financiers et des enjeux de développement durable. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui fédère et qui motive les équipes. Donc, c'est très important et c'est très marqué chez nous. Mais il y a aussi un certain comportement, il y a aussi une certaine humilité face au marché. Voilà, j'entendais Yves dire on ne sait pas prédire les marchés, donc on se diversifie. Moi, je dis toujours, voilà, le métier de gérant, ce n'est pas de prédire les marchés, c'est de s'adapter à des choses justement qui n'étaient pas prévues. Merci David. Yves, qui ont été vos premiers collaborateurs? Alors, mes premiers collaborateurs, ça a été mes anciens collaborateurs. Effectivement, voilà. Comme disait David, les premiers collaborateurs, au début, on n'a pas beaucoup le luxe de se tromper. Hein.
Cela dit, on fait tous des erreurs. Je me suis trompé, on s'est tous trompés, je me tromperai encore. Mais on croit qu'on n'a pas le luxe de se tromper et on a envie de s'entourer de gens effectivement avec lesquels on a eu du plaisir à travailler et qu'on sait fiables et surtout dont on connaît, dont on sait qu'on parle le même langage. Hein, donc c'est très important au niveau de la culture d'Autobam. Je pense qu'il y aura une question sûrement à un moment donné quand on parlera de culture. Au niveau de la culture d'Autobam, les mots c'est très important et on est très à cheval sur les définitions, hein, sur la clarté, sur la transparence, etc. Les premiers collaborateurs, ça a été des anciens collaborateurs. Et au niveau de mes collaborateurs directs, j'ai pas de collaborateurs directs ou de membres du COMEX, ou de membres du comité de direction de Tobam que j'ai recruté sans avoir dialogué au moins 1 an avec. Hein, donc c'est un process qui est assez long. Okay. Et je prends un risque en recrutant un collaborateur et je m'arrange pour qu'il en prenne aussi un. Hein, et dans une des vertus cardinales de Tobam, c'est l'alignement d'intérêts. Hein, donc il y a aussi cette capacité à prendre des risques et à avoir un intérêt qui va complètement changer entre l'univers d'une grosse boîte et une boutique. Hein, les motifs de satisfaction sont différents, il faut comprendre que les intérêts sont différents, que la prise de risque est différente. Et en fait, chez Tobam, tout le monde est actionnaire. Donc les 48 actionnaires, les 48 salariés sont tous actionnaires, mais ils sont tous un peu entrepreneurs. Ok, très bien. Merci Yves. Marie-Alix, je pense qu'on a une petite question sondage. Oui, la voici. Donc, qui recruteriez-vous pour vous accompagner dans votre création d'entreprise? Vous pouvez bien sûr répondre à plus d'un des choix. C'est assez serré. Ah. Ça fluctue énormément au fur et à mesure des réponses. Alors, encore 5 petites secondes. Voici les résultats. Les collaborateurs, à l'instar de David et Yves, les collaborateurs restent des personnes qui sont les plus naturelles pour le recrutement. Une réaction, Yves, David, sur ces résultats? C'est peu de surprise. Non, en l'occurrence, j'ai jamais embauché de proches. Je ne sais pas si ça veut dire un proche, mais si on parle de gens c'est des gens que j'ai toujours connus dans le milieu professionnel. C'est déjà embauché. Moi. Ah oui, alors ça aussi, c'est un point qui est important. Je dis toujours, je ne travaille pas avec des amis. Je travaille avec des gens que j'estime beaucoup. Hein. C'est des gens que mais ce sont des collègues, des collaborateurs, des associés, mais ce ne sont pas des amis. Voilà. Les amis, c'est autre chose, c'est ailleurs, c'est dans une autre sphère. Et ça n'empêche pas de très bien rigoler, de bien s'amuser, de se dire plein de choses, de se raconter plein de trucs, etc. Hein. C'est pas le sujet, mais c'est différent. Très bien. Bah, écoutez, vous avez mentionné tout à l'heure la culture d'entreprise, David. Les sociétés de gestion, c'est souvent une histoire de culture d'entreprise. Alors, quelle importance avez-vous donné à cette culture d'entreprise et surtout par rapport à votre vision, comment avez-vous impulsé dès le départ cette culture d'entreprise à vos équipes? David? Alors, il y a deux choses. Il y a d'une part la culture entrepreneuriale, parce qu'effectivement, quand on passe d'une grande boîte à une petite société, voilà, c'est pas du tout pareil. Moi, je raconte toujours la même anecdote. Je me suis senti vraiment entrepreneur le jour où j'étais au supermarché en train d'acheter du café pour le bureau. Voilà. Ça, c'était la première réalisation, c'est que si on ne le fait pas soi-même, personne ne va le faire à votre place. Voilà. Donc, il y a une mentalité qui a été très
quand on lance une boîte, on est trop petit pour dire c'est pas à moi de faire ça. Voilà. Donc moi, j'ai toujours lutté sur voilà, c'est ce qu'on appelle l'attitude positive. Hein. C'est plutôt que de dire c'est pas à moi de faire ça, c'est ok, comment on le fait? Ok, c'est peut-être pas à toi de le faire, mais alors qui va le faire? Comment on va le faire? Pourquoi? Voilà, c'est toujours une attitude positive que je demande. Et surtout, je pense beaucoup à l'exemple. Donc, j'espère que je donne souvent exemple et j'espère que je le fais bien. Dans tous les cas, j'essaye. Voilà, donc des fois, je fais des trucs qui ne sont pas passionnants, mais je les fais parce qu'il faut le faire et qu'il faut le faire vite, etc. Et j'espère que tout le monde dans ma société sait et pense qu'il n'y a pas de tâche ingrate, il n'y a pas de saut métier, etc. Donc ça, c'est le premier point au niveau entrepreneurial. Et c'est vraiment un point qui est important parce que si les gens ne se sentent pas responsables et ne sentent pas qu'il y a un intérêt commun, une autre phrase que je dis toujours et que je répète souvent, c'est on est trop peu nombreux pour ne pas ramer dans le même sens. Voilà. Donc, toutes les petites guéguerres qu'on entend dans les grosses boîtes où vous avez c'est toujours de la faute de l'informatique, c'est toujours de la faute du commercial. Le commercial dit que c'est toujours la faute du gérant, le gérant dit que c'est toujours la faute du compliance, etc. Bon, en fait, moi, ce genre de choses, je ne veux pas en entendre parler. Voilà, c'est juste, ce n'est pas audible, c'est pas possible. Et on se met toujours autour d'une table et on règle les choses assez rapidement. Et après, donc ça, c'est au niveau de la société, hein, de la vie d'entreprise au jour le jour. Donc ça, encore une fois, voilà, je pense que c'est quelque chose qui s'impulse d'en haut, donc par l'exemple, par une manière d'être. Et l'autre point, c'est culture d'entreprise, donc autour des valeurs de la société. Et ces valeurs, c'est vrai que lorsqu'on dit qu'on essaye de prendre en compte les enjeux de développement durable, etc., donc c'est pas parce que c'était à la mode depuis 2019, la société est un petit peu plus vieille que ça. Et mais l'idée, c'est qu'on s'applique aussi à nous-mêmes ce que l'on demande aux sociétés dans lesquelles on investit. Donc, ça veut dire une certaine transparence dans la communication. Alors, nous, on n'est pas à 100% d'actionnariat au sein des salariés, mais on n'est pas loin, il y a 18 actionnaires sur 21, donc on est vraiment pas loin. Donc, une certaine transparence dans la communication, et puis des choses aussi simples. Voilà, nous, l'une de mes fiertés de 2020, c'est que le bureau fonctionne à 100% à l'énergie renouvelable. Voilà, donc on a changé, on a abandonné EDF et on s'est branché sur de l'énergie 100% verte et vraiment verte. Voilà. Bon, c'est tout un tas de choses comme ça. Merci, merci David. Et, on peut voir la dimension que la culture prend dans votre structure. Yves, vous l'avez dit, vos collaborateurs, lorsqu'ils arrivent, doivent être des entrepreneurs. Et ils doivent, j'imagine, think out of the box. Comment avez-vous défini votre culture et l'impulser et l'accompagner au fil du temps, au cours de ces 15 dernières années? Ok, alors je vous parlais du point d'arrivée, hein, puis après je vous dirai comment c'est arrivé. Le point d'arrivée, c'est que la culture de Tobam, on a fini par l'écrire. Hein, donc tous les ans, en fait, on travaille tous les étés. Il y a un peu moins de travail en été, on a un peu plus de temps. Ben, on travaille un petit booklet qui est systématiquement en 4 chapitres. Hein, le premier chapitre, c'est Mission Statement. Le deuxième chapitre, c'est Values of the Company. Le troisième chapitre, c'est Strategy of the Company. Et le quatrième chapitre, c'est Organization of the Company. Hein, et ce bouquin, qui a les mêmes chapitres depuis, je ne sais pas combien de temps maintenant, peut-être une dizaine d'années, hein, tout le monde travaille à peaufiner ces chapitres. Hein, c'est un PowerPoint, hein, le bouquin, c'est pas un bouquin de 300 pages. C'est une petite cinquantaine de pages, un peu trapu parce qu'au fur et à mesure des années, c'est devenu vraiment un sujet intéressant. Et c'est quelqu'un que tout le monde c'est quelque chose que tout le monde connaît à Tobam. Ça veut dire que si on pose à quelqu'un, c'est quoi le mission statement, c'est quoi les valeurs de l'entreprise, les 13 valeurs, ben on les connaît. C'est quoi, comment on est organisé, ben en fait,
ça reflète exactement l'organigramme de Tobam et comment fonctionne cet organigramme. L'organigramme, il est tel qu'on l'avait pensé, tel qu'on l'a pensé. Il est sur l'intranet et quand on parle effectivement d'une organisation qui est très horizontale, qui est très plate, et ben effectivement, on met vraiment ça en œuvre. Okay. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, la meilleure manière d'être certain qu'on parle de la même chose, c'est de définir de quoi on parle. Hein. Donc, plutôt que de dire, ben voilà, on a des valeurs, ben on va les écrire, ces valeurs. On va les définir une à une. Hein, et puis, voilà, ça, on va le respecter, ça. Hein, et c'est des valeurs qui sont des valeurs du quotidien. Hein, donc, de la manière dont on doit travailler au quotidien. Le mission statement aussi, la stratégie de la boîte, ben, je vous ai dit les 3 piliers de la stratégie, puis après il y a la mise en œuvre de la stratégie, hein, mais et l'organisation plate, où on ne confond pas, si vous voulez, organisation et structure. Hein, moi je dis qu'une des valeurs de Tobam, c'est la souplesse, c'est to be nimble. En français, ça se traduit par l'agilité. Et l'ennemi de l'agilité, c'est quoi? C'est les structures. Donc, on a interdit les structures chez Tobam. Hein, il n'y a pas de silo. Il y a une seule équipe. Donc, on ne peut pas dire une équipe de gestion, une équipe de recherche. Et pour être certain qu'il n'y ait pas de silo, ben, il y a au moins, chaque individu a au moins 2 missions. Il y en a qui ont 3, 4, 5 missions, ce qu'on appelle on n'appelle pas ça des missions chez Tobam, on appelle ça des skills, donc des compétences. Okay. Hein, et l'idée, c'est que les équipes s'entrecroisent sans arrêt, de manière à ce qu'il y ait l'appartenance, elle soit à la boîte, et elle soit à l'équipe avec un grand E, et qu'on s'interdise les silos et les structures, parce que les structures, c'est l'ennemi de la souplesse et de l'agilité. D'accord ? Donc, quand on recrute quelqu'un, ben, systématiquement, cette personne, elle va feuilleter ce bouquin avec moi, hein, pour qu'il sache bien c'est quoi le projet d'entreprise de Tobam, et que ça fasse partie à la fois de la séduction qu'exerce Tobam auprès de lui, mais qu'aussi il soit bien conscient du traquenard dans lequel il est en train de tomber. Alors, j'ai retenu que cette culture, elle est impulsée, mais elle s'appuie aussi sur une organisation et elle est parfaitement alignée avec, en tout cas l'organisation est alignée avec la culture et j'imagine que la culture ne peut pas s'entendre sans cette organisation et sans cet état d'esprit, notamment l'état d'esprit entrepreneurial. Marie-Alix, on a une question sur la culture d'entreprise. Oui. Est-ce que la culture d'entreprise est-elle la clé de la réussite d'une société de gestion? Encore quelques petites secondes. Alors, les participants sont-ils aussi fervents de culture? On va bien voir ça. Peut-être encore 5 secondes. Voici les résultats. Ah, les sujets sont plus partagés. Hein, que... Ah, mais moi, j'ai répondu 3. Moi, j'ai répondu 3. La culture est un facteur parmi d'autres. D'accord. Moi aussi. Je ne vais pas copier. Merci. Alors, je voulais passer maintenant à la gouvernance. Vous l'avez évoqué à partir par l'intermédiaire de la participation de vos collaborateurs à l'actionnariat. On sait que les choix de gouvernance sont souvent essentiels et qu'ils sont les garants de la pérennité des organisations. Donc, Yves, comment avez-vous constitué votre actionnariat? Comment l'avez-vous fait évoluer?
Et comment aujourd'hui vous associez les actionnaires qui sont peut-être différents des actionnaires d'origine à vos réflexions stratégiques et à vos réflexions de développement? Ok. Donc en fait, comme je vous l'ai dit, il y a deux types d'actionnaires chez Tobam. Il y a les actionnaires personnes privées, et là c'est forcément des collaborateurs, et tout le monde parmi les collaborateurs est actionnaire. Donc à la fin de la période d'essai, soit vous partez de la boîte, soit vous devenez actionnaire. C'est aussi simple que ça. Les actionnaires les achètent, hein, ou se font payer des bonus en actions. Okay. Et à côté de ces actionnaires-là, il y a des actionnaires institutionnels. Hein, donc dans l'histoire de Tobam, il y a eu 3 actionnaires institutionnels. Il y a eu l'actionnaire qui nous a seedé au début, c'était Lehman Brothers. Hein, donc ils étaient censés rester avec 30% du capital, et en contrepartie de ces 30%, ils nous ont apporté un appui logistique énorme, et ils nous ont apporté à l'époque 400 millions d'euros de seed money. Hein, donc là, je suis pour rentrer dans les détails du deal. Donc ils avaient 30% du capital contre 400 millions d'euros de seed money et un appui logistique et un nom qui était quand même un des plus beaux noms qui se faisait dans la planète finance à l'époque. On les a rachetés après leur faillite. Hein. On a racheté les actions Tobam qu'ils avaient. Hein. Et ils leur ont succédé au capital de Tobam après quelques années. D'abord CalPERS. CalPERS, c'est le plus gros fonds de pension américain. C'est le fonds de pension des fonctionnaires de l'État de Californie. Et donc, on a gagné un mandat d'action internationale chez CalPERS. Et quand on gagne un mandat chez CalPERS et qu'on pèse moins de 2 milliards de dollars, à l'époque on pesait moins de 2 milliards de dollars d'actifs sous gestion, bah, l'équipe de Private Equity CalPERS regarde la société de gestion pour éventuellement prendre des billes dans la société de gestion, et donc ils ont pris des billes, 17% du capital de la boîte, pour une durée de 10 ans. D'accord ? Et le troisième actionnaire historique, chronologique de Tobam, c'est Amundi. Amundi, l'idée de la rentrée d'Amundi au capital de Tobam, c'était qu'Amundi nous aide à nous développer, surtout en Asie. Hein, donc c'est un partenaire, comme je vous ai parlé tout à l'heure, des partenaires. Ce sont des partenaires de distribution en Asie. Voilà un peu comment on les a trouvés. Alors, Lehman Brothers, je les connaissais extrêmement bien parce que j'étais dirigeant de CLAM, du Trillionaire Asset Management, et puis j'étais une des banques d'investissement, une des banques conseil du Crédit Lyonnais, donc je connaissais très bien les dirigeants européens. CalPERS, je leur ai envoyé un email. Voilà, ça a commencé comme ça. Comme je vous ai dit, on regarde les 5 plus gros clients des pays, les 5 plus grosses institutions des pays qu'on veut prospecter. Ben, ils étaient dans les 5 plus gros. Et on leur a envoyé un email et ils ont été intéressés. On a noué un dialogue comme ça. C'était un cold call, hein, la vraie définition du cold call. Pour ce qui est d'Amundi, Yves Perrier, le dirigeant d'Amundi, était directeur financier du Crédit Lyonnais. Moi, j'étais directeur général de Crédit Lyonnais Asset Management, donc on se connaissait bien. Je pense qu'il avait confiance en moi. J'avais confiance en lui aussi. Hein, et on a trouvé un intérêt commun. Lui a considéré que Tobam pouvait être un produit d'appel, hein, pour certains de ses clients. Et nous, il nous a offert effectivement des capacités de distribution qu'on n'avait pas à l'époque où Amundi est entré au capital. Voilà. D'accord. Merci. David, quant à Sanso IS, comment l'actionnariat a-t-il évolué et surtout comment la gouvernance a évolué au conseil d'administration et dans les systèmes de décision, je dirais. Alors, il y a déjà un point que je voudrais signaler, et que j'ai relevé dans ce qu'a dit Yves. Il a dit les collaborateurs, ils achètent les actions. Et ça, j'insiste, c'est également ce qui se passe chez Sanso. Et c'est un point qui est important parce que moi, pas mal toujours des gens autour de vous qui disent ah, mais c'est des collaborateurs, il faut leur donner des actions, il faut que ce soit des actions gratuites. Et moi, j'ai beaucoup de mal avec ça parce que ce qui est gratuit n'a pas de valeur par définition. Voilà. Donc, je trouve que la société dont ils deviennent actionnaires a une valeur. Et s'ils ne croient pas que ça a une valeur, s'ils ne savent pas que ça a une valeur, s'ils n'ont pas eux-mêmes fait le chèque, même si
je rejoins Yves, des fois on leur a versé un bonus qui fait qu'ils peuvent faire le chèque, mais en tous les cas, voilà, il y a un besoin de faire l'acte d'investir dans la société. Pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Chacun va le faire à son niveau, il n'y a aucune pression là-dessus, chacun le fait à la hauteur de ses moyens, etc. Mais c'est un acte qui est important et fondateur. Démarrage de la société, j'ai mis au capital mes premiers clients. Et là, vous voyez mon obsession avec le fait qu'une société de gestion, ça doit gérer de l'argent, ça doit gérer des capitaux. Et effectivement, pour m'assurer que ces clients n'allaient pas me quitter à la première tempête ou à la première houle qui se présente sur l'horizon, voilà, qu'ils allaient se sentir plus concernés que cela. Donc, j'ai eu au capital donc, mes 5 premiers clients. Puis, ça a évolué puisque au cours de la vie de la société, Sanso, c'est une société qui a grandi en utilisant tous les leviers de croissance possibles. Croissance organique, recrutement de talents et croissance externe, puisque au cours de notre petite histoire de 9 ans, en fait, on a repris 3 autres sociétés de gestion entrepreneuriale. Voilà. Et donc, quand vous reprenez une société de gestion, il y a des actionnaires qui partent, des actionnaires qui restent. Voilà. Donc, ce qui fait que avec toutes ces opérations, on a maintenant un actionnaire de référence, qui est un institutionnel, un intermédiaire financier, qui nous a aidés surtout, alors mis à part le fait que il nous a apporté les sociétés de gestion qu'on a repris, certaines. Donc ça, c'était déjà un premier point. Mais surtout, il nous a aidés à nous structurer. Donc, que ce soit au niveau des reporting, au niveau de l'information, des analyses sur l'information de la société, etc. Donc, ils nous ont vraiment aidés à nous structurer là-dedans. Alors après, sur la gouvernance, ça aussi c'est un point qui est important parce que oui, il y a beaucoup de gens qui sont actionnaires dans la société. Pour autant, c'est une société, c'est pas un kolkhoz. Donc, les décisions ne se prennent pas en permanence à la majorité de ce que tout le monde voudrait dire, etc. Je crois que c'est important qu'il y ait un cap. Des fois, le cap, il fait plaisir à certaines personnes et pas à d'autres. Voilà. Mais c'est un cap qui est assumé et voilà. Donc, tout le monde, en revanche, a accès à l'information et tout le monde sait exactement pourquoi les caps sont pris tels qu'ils le sont. Après, ils sont d'accord, pas d'accord. Mais en tous les cas, il y a une communication extrêmement transparente. On a une réunion tous les trimestres dans lequel, généralement, les gens qui rejoignent la société et qui assistent à cette première réunion trimestrielle, ils disent « Wow, David, tu nous donnes beaucoup, beaucoup d'informations. Je n'ai jamais vu ça ailleurs. » Voilà. Alors, généralement, c'est parce qu'ils viennent de grandes boîtes. Mais voilà. Mais effectivement, donc, on communique beaucoup. On donne beaucoup, beaucoup d'informations. Mais en revanche, voilà, les décisions sont quand même prises. Alors, après consultation, certes, mais à un moment donné, il faut que ce soit quand même l'équipe de direction qui tranche. Merci, merci David. Alors, on voit bien, on a abordé jusqu'à maintenant le contexte qui vous a poussé à créer vos structures, les choix stratégiques, les choix humains que vous avez tous les deux pris, la culture que vous avez impulsée, la gouvernance que chacun d'entre vous a mis en place et qui répond à une logique commune, d'y associer les collaborateurs, d'y associer également des parties prenantes qui peuvent être les clients et autres partenaires. J'aimerais, avec le recul des 15 ans et des 9 ans, avoir votre regard sur les enjeux aujourd'hui de la création d'une société de gestion en France dans le contexte actuel et par rapport aux perspectives que nous offre l'industrie. Yves, avec le recul, quels sont les enjeux? Ok, faut savoir que moi, ma vision un peu de la France,
vu que j'ai une grosse exposition à l'international, je la vis beaucoup en relatif, cette exposition, cette vision que j'ai de la France. En France, en fait, les gérants financiers, ils courent avec des sacrés poids aux pattes, hein, quand même. En France, depuis 40 ans, l'État s'est échiné à récompenser l'absence de risque et à pénaliser la prise de risque. Hein, la majorité de l'épargne des Français est stérilisée, hein, dans de l'assurance vie ou dans des comptes sur livret. Hein, la part de l'épargne des Français placée en actions a énormément baissé sur les 40 dernières années. Mes grands-parents, ils avaient un portefeuille d'actions, alors c'était des ouvriers de chez Peugeot. Hein, maintenant, veut dire, la majorité des Français n'a même plus d'actions. L'énorme majorité de Français n'a plus d'actions. En 90, tout le monde savait ce que c'était une SICAV. Maintenant, vous demandez à un jeune ce que c'est une SICAV, il ne sait pas ce que c'est une SICAV. D'accord ? Donc, le marché intérieur français est un marché qui est très limité. Hein, vous prenez l'autre gros problème de la France, c'est la retraite par répartition. Hein, ça veut dire il n'y a pas eu une constitution d'épargne pour permettre ensuite de vivre de l'épargne qu'on s'est constituée, souvent dans des fonds de pension. Hein, vous allez dans un petit pays comme la Hollande, les 4 plus gros fonds hollandais, ils font 10 fois le plus gros fonds français, hein, le fonds de pension français. Donc, c'est des mastodontes énormes. Hein, donc, le marché intérieur français est un marché qui est plutôt limité. Je pense que c'est vraiment quelque chose à laquelle moi je suis très sensible. Hein, et c'est pour ça que vraiment dès le début, je me suis dit on va aller chasser à l'international. D'accord ? Après, on a une chance en France, ça j'espère qu'il n'y a pas beaucoup de poils qui vont se hérisser, c'est qu'on a un régulateur que je trouve vraiment génial. Hein, donc moi, c'est un régulateur qui est vraiment en dialogue avec l'industrie, qui comprend que les décisions, elles doivent être prises dans l'intérêt des porteurs de parts, hein, et pas simplement en agissant comme un Pol Pot qui sait quel est le bien et quel est le mal. Hein, donc on a vraiment un bon régulateur et on a un écosystème qui nous permet de créer des boîtes de manière relativement facile. Après, les faire croître, c'est plus difficile pour les raisons que j'ai expliquées. Voilà. Ça, c'est ma vision, moi, de la création d'entreprises dans le secteur financier en France. D'accord ? Et après, quand on est une boîte française, il n'y a aucun problème pour aller courtiser les Canadiens, les Américains, les Japonais, les Hongkongais, les Singapouriens. On a une très belle image. Hein, et les structures françaises, le régulateur français, etc., nous permettent d'être complètement présentables, hein, quand on va chasser les plus gros dans tous les pays du monde. Merci David. Vous êtes 100% français, quasiment 100% français. Vous n'avez pas eu cette internationalisation et pourtant vous êtes développé sur le marché français. Donc comment quel regard portez-vous sur le marché français? Alors, sur la création de sociétés de gestion, ça va être un peu dur ce que je vais dire, mais je ne sais pas si aujourd'hui je lancerai from scratch une société de gestion en France. Voilà. Ça peut paraître étrange, ça peut paraître bizarre, mais sur ces 9 dernières années, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé. Il y a quand même une réglementation. Alors, je suis assez d'accord avec Yves sur notre régulateur qui est avec lequel on peut parler, qui est assez proche des associations professionnelles, etc. En revanche, de plus en plus, on sent que ce régulateur est quand même un peu contraint par ce qui se passe au-dessus. Donc, au-dessus, je fais référence à l'ESMA. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que là, c'est beaucoup moins constructif. Et on a affaire à des réglementations qui sont quand même lourdes. Moi, j'ai quand même l'impression de courir une course de fond. Et puis, chaque fois que je fais un tour de piste, il y a quelqu'un qui me lance une enclume, qui me dit attrape. Et puis, on repart pour un tour de plus. Voilà. Et les enclumes,
Voilà, quand Yves disait, on court avec des sacrés poids aux pieds, je ne peux que confirmer. Chaque année, il y a un nouveau truc qui sort. Donc, une fois, il faut faire des PRIP, il faut faire des EMT, des TPT, des fichiers nouveaux, des reportings nouveaux, une fois, etc. En tous les cas, ça va toujours malheureusement dans le même sens, c'est-à-dire que les charges n'arrêtent pas d'augmenter pour rester dans la course, hein, pour les obligations professionnelles, pour remplir nos obligations professionnelles. Chaque fois, il faut réinvestir. Il faut toujours mettre un petit ticket en plus. Alors, ce n'est pas grand-chose, hein, mais c'est toujours dans le même sens. Il n'y a jamais rien qui diminue. Et puis, oui, je vais donner un exemple. Hein. Lorsqu'on a lancé la société de gestion, dans mon programme de contrôle, dans le dossier d'agrément, on avait dit qu'on aurait 12 jours de contrôle par notre cabinet de contrôle qu'on pouvait externaliser, etc. Donc, non seulement la société ayant grossi, au bout d'un moment, la MF m'a dit « c'est bien gentil, mais ça serait bien que vous internalisiez cette fonction ». Donc, je me suis dit « bon, bah, très bien, on va internaliser, on va économiser de l'argent ». Pas du tout, parce qu'on a internalisé, mais on a quand même conservé le cabinet externe pour vérifier ce que le contrôleur, qui contrôle déjà ce que font les gens, etc. Donc, on empile des choses. Et pour la petite histoire, les 12 jours sont devenus 24. Voilà, parce que petit à petit, on nous a expliqué que 12, ça ne faisait pas sérieux, que 18, c'était mieux, que 24, c'est mieux. Voilà, donc j'attends le jour où on va me dire que c'est plutôt 32, mais bon, pour le moment, voilà ce qu'on a. Donc, effectivement, on est dans un système quand même qui devient de plus en plus lourd, sur lequel les menaces en termes de revenus sont de plus en plus fortes. Hein. Il n'y a qu'à voir les débats sur que l'ESMA a sur les commissions de performance, par exemple. Donc, l'idée de se dire que finalement, si l'horizon de placement recommandé d'un produit, c'est 5 ans, ben peut-être qu'il faudrait constater les commissions de performance sur 5 ans. Alors, et ça, même si votre client moyen, il reste que 1 an sur votre fonds, mais ça, c'est un autre sujet. Voilà. Donc, bon, il y a ça. Après, voilà, il y a tout un tas de… Chaque source de revenus est attaquée régulièrement. Et en revanche, les coûts n'arrêtent pas d'augmenter. Donc, effectivement, ça milite plutôt pour trouver des solutions intrapreneuriales, essayer d'être incubé par une autre société de gestion, s'associer à des gens, apporter une expertise à une société de gestion existante. Je pense que moi, si je devais recommencer de zéro aujourd'hui, avec l'état actuel des choses, je pense que je pencherais plutôt vers cette solution-là, plutôt que de partir from scratch, comme je l'ai fait il y a 9 ans. Merci David. Bah, écoutez, c'est une très bonne transition parce que je vois que l'heure tourne et que l'on va devoir bientôt conclure. Rétrospectivement, quelles seraient, Yves, David, les décisions que vous regrettez d'avoir pris ou de n'avoir pas pris, et quelles sont rétrospectivement les meilleures décisions que vous avez prises au cours de ces 9 et de ces 15 années de Sanso et de Tobam. Yves, vous voulez commencer? Oui. Il y a une question à laquelle je refuse toujours de répondre, c'est est-ce que je regrette de m'être établi en France? Je ne répondrai pas à cette question. À part ces questions à laquelles je ne réponds pas, je n'ai pas d'autres regrets, non. Les meilleures décisions? Les meilleures décisions, c'est d'avoir assez bien établi la stratégie et de m'y être tenu. La plus belle décision, celle qui a été complètement game changer for us, c'était vraiment l'abolition de la géographie. Le fait que je me sois tenu sur le fait qu'on aurait une seule stratégie d'investissement. Parce qu'on a quand même à Tobam 21 mathématiciens et ingénieurs qui font de la recherche. Donc, souvent, j'en ai eu 3 qui venaient à mon bureau qui me disaient on a une idée pour une nouvelle stratégie. Hein, et c'est pour ça qu'on a écrit le mission statement. Hein, pour vraiment dire voilà ce qu'on veut faire et le reste, ça ne nous intéresse pas. Je leur disais à l'époque ce que tu me proposes là, ça ressemble à un beau fer à repasser, mais chez nous, on fabrique des bicyclettes. Et je me suis rappelé que très souvent, je dis que la plus belle partie des maths, la partie la plus importante des maths, c'est les définitions.
Et donc, je me suis dit, on va définir la bicyclette. Ça a été le mission statement. Donc, je suis vraiment un des prophètes de la diversification dans notre métier. Maintenant, Tobam, on diversifie les portefeuilles de nos clients. On a fait le choix, effectivement, de vraiment pas disperser nos efforts au niveau des stratégies. Donc, on a une seule stratégie, ça c'est un choix que je ne regrette pas du tout. Et le choix d'avoir choisi les plus gros, je ne regrette pas du tout, parce que c'est eux qui nous ont tirés vers le haut. Il n'y a rien de meilleur, rien de plus jouissif que de travailler avec un client très 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 fort, qui va vous pousser dans vos retranchements et qui va vous tirer vers le haut sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Je les remercie, mais vous ne pouvez pas savoir combien je les remercie de me poser des questions difficiles, parce que c'est comme ça qu'on progresse. Très bien. Merci Yves. David, vos meilleurs choix et ceux que vous regrettez peut-être, et peut-être également les 3 conseils que vous donneriez aux participants de cette table ronde. Ok, alors, ce que je regretterais, c'est peut-être au démarrage de la société d'avoir trop ouvert le capital de la société et de ne pas en avoir gardé suffisamment. Voilà, voilà, donc en général, peut-être de ne pas avoir pris finalement assez de risques et d'avoir toujours voulu sécuriser beaucoup de choses. Et je pense que voilà, si c'était à refaire, c'est facile à dire maintenant qu'on connaît l'histoire, mais c'est toujours plus facile quand on connaît la suite de l'histoire. Mais voilà, c'est peut-être quelque chose que je referai différemment. Parmi les meilleures décisions que j'ai faites, alors mis à part les recrutements, les meilleures décisions, ça a été d'oser faire de la croissance externe, parce que ça a été quand même une petite révolution. Il y a eu une opération où dans la même opération, j'ai repris 2 sociétés de gestion. Donc, on est passé d'un effectif de 5 à un effectif de 15. Mais accessoirement, on est passé aussi de 200 millions à 600 millions. Voilà. Voilà, donc ça, je ne regrette pas du tout. Ça a vraiment structuré la société, ça lui a donné une autre dimension, ça a véritablement accéléré notre développement et c'est l'une des meilleures choses qu'on ait faites. Vos 3 conseils, David? 3 conseils. Sachez bien vous entourer. Parce que, et n'ayez pas peur de prendre des renseignements. Encore une fois, un bon gérant de portefeuille n'est pas forcément un bon chef d'entreprise. Voilà, on ne vous apprend pas. Des fois, on veut économiser 10 000 € d'avocat au démarrage. C'est peut-être pas une bonne idée. Il vaut mieux prendre des conseils, surtout sur des sujets dans lesquels on n'est pas expert, comme les pactes d'associés, les trucs comme ça, parce que finalement, au début, on se dit oui, bon, ça c'est au cas où ça va mal, etc. Et puis en fait, il y a toujours des moments où on est obligé de relire ça. Et quand on commence à relire ça, c'est toujours parce qu'il y a des sujets. Donc voilà, il faut bien s'entourer au démarrage, prendre le temps de bien réfléchir à tous ces sujets qui sont un peu ésotériques quand c'est la première fois qu'on crée une société. Pacte d'associés, je ne savais pas ce que c'était, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Donc en 2009, donc en 2011 pardon. Donc voilà. Donc sur tous ces sujets-là, il faut bien se renseigner. Merci David. Yves, vos 3 conseils? Alors moi j'ai 3 conseils, mais qui sont très adaptés pour les gens comme moi. D'accord? Donc les gens qui ne sont pas comme moi, il ne faut pas qu'ils fassent ça. Donc j'ai aucune prétention à donner des conseils qui marchent partout, qui sont généraux. Vraiment, il faut trouver son bonheur, comme l'a montré David. On peut avoir des stratégies extrêmement différentes et tous les deux aller vers le succès. Donc les 3 conseils que moi je donne, c'est effectivement être très rigoureux dans les définitions. Définition de la mission de la boîte, définition de comment on veut travailler, des méthodes de travail, des objectifs qu'on veut atteindre. Donc moi je suis très rigoureux dans les définitions. Le deuxième, et ça c'est vraiment, je dis souvent à mes collaborateurs, si vous discutez pendant 3 heures sur un sujet puis que vous avez l'impression de ne pas avancer, c'est sans doute que vous n'utilisez pas que les termes que vous utilisez ne sont pas bien définis. Entre 2 solutions, si vous hésitez à savoir
quelle est la meilleure des solutions entre A et B? On va commencer par définir le terme meilleur. Vous allez voir que ça va être évident quelle est la solution la meilleure. D'accord? Donc, commencez par des définitions. Au début était le verbe, et tout est dans les mots, mais il faut bien les définir. Premier conseil. Deuxième conseil, ça c'est le grand conseil que me donnait mon prof de droit à l'ENSAE, qui nous donnait, notre prof de droit à l'ENSAE. Quand on est d'accord, on l'écrit. Voilà. Donc quand on est d'accord, on l'écrit. Okay. Troisième conseil, c'est que quand on est d'accord, quand on a une stratégie, on s'y tient. D'accord? Il faut être agile, il ne faut pas changer de stratégie. Alors, de nos jours, on sait effectivement ce qu'on appelle faire des pivots, mais à un moment donné, au début on pivote un peu, effectivement, mais à un moment donné, il faut quand même avoir un objectif de long terme, voir un phare à l'horizon, et pas sans arrêt changer de phare, parce que c'est quand même le meilleur moyen de ne pas beaucoup avancer. Il faut quand même avoir un phare à l'horizon, qui est un phare plutôt de principe, de valeur, de mission, ok? Pas de tactique, la tactique elle peut évoluer. Mais l'objectif à l'horizon, il faut quand même se dire à un moment donné, je veux aller à New York. Et puis si on est au milieu de l'océan et qu'on ne se choisit pas une destination, quand même, il y a des chances qu'on n'avance pas. Merci pour ces conseils, Yves. Alors, il nous reste quelques minutes pour les questions et je vois que Marie-Alix a rassemblé, essayé de synthétiser les nombreuses questions que l'on a reçues par écrit. Avant de passer aux questions, on va faire un état des lieux de cette conversation et peux-tu, Marie-Alix, lancer la question que nous vous avions posée au démarrage? Avez-vous l'envie de créer votre propre structure? Alors, encore quelques petites secondes. Ok. Je pense que nous retombons exactement sur le même niveau, non? C'est ça, Marie-Alice? On n'a dégoûté personne, c'est pas mal. C'est plutôt bon. Très bien. Alors, je sais que je m'étais engagé sur les 20 heures, donc nous allons prendre 2 questions, Marie-Alix. Si Yves et David, vous êtes d'accord, 2 questions. Et après, on clôturera sur ces 2 questions. Marie-Alix, je te laisse poser les 2 questions. Alors, les questions les plus récurrentes. Quel entrepreneur admirez-vous? Et la deuxième? Et la deuxième, le choix est difficile, j'ai énormément de questions. Plus sur le réseau professionnel que vous avez construit au cours de votre carrière, est-ce qu'il a été primordial? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Est-ce que c'était primordial avant, pendant ou après? Donc, je vous laisse répondre. Yves, vous voulez répondre? Ok, alors, quel entrepreneur j'admire? Je veux dire, je ne sais pas si je vais répondre à quel entrepreneur je cite souvent. Ok, c'est vrai que je l'admire aussi. Je vous ai dit pourquoi je vous ai parlé de ce petit booklet en 4 chapitres. Le premier chapitre, c'est la mission. Pourquoi j'ai décidé qu'il fallait qu'on écrive notre mission? C'est pour éviter que j'ai 3 matheux qui débarquent à mon bureau tous les 3 mois pour me proposer un nouveau hedge fund. Et donc, j'aurais dit, on va définir la bicyclette. Le deuxième chapitre, après la mission, c'était les valeurs de l'entreprise. Pourquoi définir les valeurs d'une boîte? En fait, quand on est autour de la table et puis qu'on se décide de créer une boîte, on se dit qu'est-ce qu'on a envie? La méthode pour fabriquer les valeurs, c'est quelles sont les caractéristiques de la boîte qu'on veut qu'elle ait day one et qu'elle conserve 20 ans plus tard. Okay? Et l'entrepreneur que je vais citer, c'est Marcel Dassault.
Parce qu'en fait, la boîte Tobam, je ne sais pas si, vous savez, quand on a commencé avec 400 millions, je ne savais pas que quelques années plus tard, on sera à 9 milliards. Aujourd'hui, on a 9 milliards. Je ne sais pas à combien on sera dans 5 ans ou dans 10 ans. Okay. Par contre, ce que je veux faire, ce n'est pas une boîte plus grosse, c'est une boîte belle. C'est une belle boîte. Et Marcel Dassault avait coutume de dire que pour qu'un avion soit un bel avion, qu'un avion soit un bon avion, il faut qu'il soit un bel avion. Hein, et ce que je veux, moi, c'est une belle boîte. Et si elle est belle, ma boîte, je sais qu'elle ira loin, je sais qu'elle volera haut, qu'elle tiendra longtemps. Et quand je vous ai parlé des valeurs de l'entreprise, je vous ai dit aussi qu'en maths, la partie la plus importante des maths, c'est les définitions. Et quand on parle de beauté, bah, c'est pas très bien défini ce truc-là. Et en fait, les valeurs de Tobam, c'est le critère de la beauté. Hein, c'est ce qui fait que Tobam nous plaît et qu'elle va continuer à nous plaire. Ok, donc je ne vais pas vous citer les 13 valeurs, on en est aujourd'hui à 13 valeurs, hein, mais une des valeurs, je ne vais pas vous citer une autre, c'est nimble, hein, c'est agile. Et c'est vrai que quand on s'est mis autour de la table pour créer Tobam, ben on s'est dit une des caractéristiques qu'on veut que Tobam conserve à travers les années, c'est l'agilité. Hein, et après, la tactique pour maintenir l'agilité, c'est l'absence de structure, mais ça c'est une tactique, c'est pas une valeur. Hein, donc la personne que je citerai, c'est Marcel Dassault, qui est quelqu'un qui a eu une vie complètement extraordinaire, qui est un entrepreneur d'absolu génie. Hein, donc si je dois citer un entrepreneur, ben, ce sera Marcel Dassault. Merci. Donc Marcel Dassault pour Yves. David, votre inspirateur entrepreneur. Moi, c'est un jeune entrepreneur qui s'appelle Eric Scotto. Eric Scotto, c'est le fondateur de AQO Énergie. Et AQO, c'est tout simplement le deuxième fournisseur d'énergie renouvelable en France. Voilà, alors pourquoi déjà, parce qu'il est inspirant, parce qu'il est parti de zéro sur quelque chose qui, à l'époque, n'avait pas forcément le vent en poupe, mais il y avait déjà une vision. Ça me fait penser un petit peu lorsque nous, on parlait d'investissement socialement responsable en 2016. J'avais encore autour de moi des gens qui me disaient « Non, mais ça, c'est un truc d'instit, non? C'est quoi? Ça marche, l'ISR? C'est important? » Voilà. Donc, il y a une conviction. Et puis, également, le concept de diversification qui nous lie également et que je retrouve chez lui, puisque son énergie renouvelable, il ne fait pas que du solaire, il ne fait pas que de l'éolien, il ne fait pas que de l'hydraulique, il ne fait pas que de la biomasse, il fait les quatre. Voilà. Donc, c'est quelqu'un que j'ai croisé et que je vais trouver extrêmement inspirant. Alors après, il y a une question sur le réseau professionnel. Oui. C'est pas important, c'est super important. C'est hyper important. Et là, il n'y a qu'une seule règle. Voilà, ne jamais oublier, on n'a qu'une seule réputation. On n'a qu'une seule réputation. Voilà. Donc, en fait, on a toujours dans la vie des occasions de faire une crasse à quelqu'un, de faire un coup un peu tordu parce que ça va être plus facile, parce qu'on va en profiter à court terme, etc. Mais c'est tellement jamais une bonne idée. Voilà. Donc, tout simplement parce qu'on est dans un tout petit monde, on n'arrête pas, et c'est un de mes grands plaisirs, c'est un de mes énormes plaisirs, de croiser des gens avec qui on a travaillé, à qui j'ai enseigné, etc. Et de les retrouver dans des positions totalement diverses et variées. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important. C'est ce qui fait aussi la réputation d'une société, parce que voilà, c'est vraiment quelque chose, cette idée de bien se comporter professionnellement, ça permet que plus tard, on ne sait pas pourquoi, mais on retombe toujours sur quelqu'un qu'on a croisé avant et il a toujours le réflexe de dire « Ah oui, mais Sanso, oui, Sanso, non, mais il y a des gens bien. » Voilà. Et moi, quand on me dit « Il y a des gens bien », je pense qu'on ne peut pas me faire meilleur compliment. Merci David. Yves, vous voulez réagir?
Sur le réseau professionnel, oui, c'est complètement, c'est hyper important au moment où on crée sa boîte. Effectivement, c'est super important hein, pour d'avoir des appuis, des gens qui vont vous apporter les solutions, de ne pas être un client. Moi, vous savez, j'ai déjeuné une fois avec le CEO de JP Morgan, américain, hein, le gros boss de tout JP Morgan, à l'époque où j'étais directeur général de CLAM. Et on était donc à la salle à manger privée de JP Morgan, place Vendôme. Il y avait le commercial, pas le commercial, mais le responsable de la France. Hein, il y avait le CEO de JP Morgan, il y avait moi. Et JP Morgan, le président de JP Morgan s'est assis à table. Il m'a dit ça fait toujours bizarre de s'asseoir et de ne pas savoir si on a en face de soi un client ou un concurrent. Moi, je lui ai répondu, écoutez, je regarde autour de la table et moi, je vois ni un client ni un concurrent, je vois un partenaire. Hein, et c'est vraiment comme ça que j'ai toujours guidé mes relations. Je n'ai pas de clients, hein, je n'ai pas de fournisseurs, hein, encore moins de concurrents, j'ai des partenaires. Okay. Et l'idée, c'est de toujours trouver des deals gagnant-gagnant à tous les niveaux qui soient. Et si on a un peu cette guide du deal gagnant-gagnant, c'est un peu ce que dit David, eh ben tout le monde trouve plaisir et intérêt à bosser avec vous. Hein, et on sait, pour ceux qui ont compris un peu comment fonctionnait l'économie, c'est pas un jeu à somme nulle. Hein, si vous gagnez, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un en face qui perd. Hein, surtout un créateur d'entreprise, il crée de la valeur, il la crée la valeur. Hein, donc on ne prend pas la valeur ailleurs. D'accord? Et donc il faut vraiment avoir ça tout le temps en tête et comme guide, il faut comprendre ça intuitivement. Et après, votre réseau il devient super puissant parce que c'est des gens qui sont vos partenaires depuis longtemps, vous les avez toujours traités en partenaire et ça les intéresse de vous garder en partenaire. Et que ce soit les premiers dépositaires de nos fonds, le premier valorisateur, les premiers. Je vous ai dit qu'Amundi est rentré au capital parce que je connaissais très bien Yves Perrier aussi. Enfin, ça a aidé, hein, c'est parce qu'ils y trouvaient leurs intérêts, mais c'est vraiment le réseau qui a permis de faire ça. Lehman Brothers qui m'a aidé à seeder la boîte, ça faisait partie de mon réseau, effectivement. Très bien, merci Yves, merci David. Malheureusement, l'heure tourne et moi je dois dire que cette discussion a été très inspirante et je suis convaincu que cette discussion a été très inspirante pour les participants. On avait deux histoires qui ont eu beaucoup de points en commun, les choix humains, les choix de culture d'entreprise, les choix stratégiques. Et je suis convaincu que vous allez inspirer ou en tout cas aider certains de nos participants à franchir le Rubicon, à créer leur propre structure ou à rejoindre ces structures. Encore une fois, David, merci. David, Yves, merci beaucoup pour votre témoignage ce soir et pour cette conversation. À très bientôt. Bonne soirée.